7h38 GMT, j'accueille Mamadou Ndiaye dans le cadre de la rubrique Économia. Nous allons parler économie dans un instant. Mamadou Ndiaye, comment allez-vous? Je vais très bien. Et je dis bonjour à tout le monde, en s'excusant de ces deux rendez-vous manqués pour des raisons professionnelles. Et compréhensible. Hein? Merci. Merci. Vous allez bien? Je vais très bien. Alors, nous allons parler de la FinTech aujourd'hui. FinTech, c'est la finance orientée vers la technologie, Tout à fait. qui est en crise en ce moment. Alors, c'est quoi la FinTech, monsieur Mamadou Ndiaye? En fait, au détour des années 80, après avoir éprouvé beaucoup sur le plan financier avec les ajustements structurels, les acteurs économiques ont commencé peut-être à réfléchir au pas suivant, en se disant, nous sortons d'une crise de l'ajustement structurel qui n'a rien donné. Vers où allons-nous? Et beaucoup se sont posé des questions, mais il a suffi simplement qu'on ait observé l'essor des technologies, des innovations surtout, dans un sens bien précis, pour s'apercevoir qu'en vérité, le bon technologique qui est en train d'être fait pouvait raccourcir un peu les délais de financement des entreprises si toutefois elles s'acclimataient avec justement ces nouvelles technologies-là. Or, ces nouvelles technologies venaient peut-être pour alléger un peu la lourdeur des entreprises, pour alléger un peu aussi le travail des gens, mais pour aussi accélérer un peu peut-être les processus de croissance, si bien donc que dans tous les domaines, la technologie commençait à s'implanter, cette technologie-là. Vous allez à l'hôpital, peut-être l'imagerie a été révolutionnée. Vous allez peut-être dans le commerce, vous voyez peut-être que la petite calculatrice que les gens avaient à l'époque est remplacée justement par des outils beaucoup plus améliorés. Pareil pour peut-être en allant dans l'industrie, en allant dans l'agriculture, on commençait à voir également que quelqu'un pouvait produire, mais ne pouvait pas savoir où écouler sa production. Grâce à la technologie, on pouvait connaître un peu les marchés de part et d'autre justement des zones qui environnent un peu la production dite, si bien donc que la technologie a aidé peut-être certains paysans également à connaître donc les poches d'écoulement de leur production pour éviter effectivement que ça pourrisse. Donc la technologie est venue au secours de l'homme à un moment très précis, à un moment très précieux. Et donc la finance a dit, je vais basculer donc vers cet essor technologique et en même temps aussi prendre une préhension sur justement cet essor en court-circuitant un peu les banques. En fait, tout à l'heure, vous avez parlé parce que moi, le mot-clé, c'est financement. Le financement, c'est plutôt les startups, les petites et moyennes entreprises et autres, qui ont besoin, effectivement, qu'on réduise un peu les processus d'accès au crédit. Oui. Alors, quelle est la différence entre une banque classique et une banque, effectivement, qui s'investit exclusivement pour financer les startups ou les petites et moyennes entreprises qui ont besoin de crédit rapidement? Justement, la vraie différence, c'est au niveau de la rapidité d'exécution. Si vous vous adressez à une banque classique, eh bien, elle vous enchaîne dans un circuit très classique avant d'obtenir donc le crédit. On enquête, on essaie de voir aussi la pertinence du projet, on regarde également si peut-être le projet lui-même il est viable, s'il est bancable, si peut-être aussi la personne qui est l'auteur du projet lui-même il est digne de confiance. Donc il y a toute une série de paramètres effectivement que la banque met en place pour arriver effectivement au financement. Et même le financement également, il est décaissé de façon très parcimonieuse, si bien donc peut-être à un moment donné, si la personne en question n'a pas la foi en bandoulière, elle peut peut-être à la limite même renoncer au crédit ou peut-être se détourner donc de sa banque. Ça c'est les banques. Oui. Maintenant, les financements de la technologie, c'est simplement une sorte de migration donc des moyens financiers vers un nouvel espace d'évolution qui est justement ces technologies dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc ces technologies sont arrivées pour peut-être simplifier un peu beaucoup de procédures, mais en exécutant aussi avec une certaine rapidité certaines opérations. Alors nous voyons aussi qu'en Afrique, il y a quand même 23% du chiffre d'affaires des startups. Ils ont réduit leur budget de financement. Alors là c'est une nouveauté. C'est dans les plus grandes places financières africaines, aujourd'hui, on spécule sur ça. Oui. Qu'est-ce qui fait que soudain, beaucoup d'investisseurs étrangers sur les technologies africaines ont commencé peut-être à retirer un peu les billes. À se rétracter un peu. À se rétracter justement pour prendre leurs billes. On ne connaît pas encore les raisons, mais au moins quand même le phénomène devient assez massif, notamment dans les pays où il s'est beaucoup implanté pour soutenir justement les technologies. D'ailleurs, on parle d'Angola, Tanzanie, Égypte, Kenya, Afrique du Sud et parfaitement. l'Éthiopie. Alors ces pays justement commencent à ressentir le coup. Mais c'est aussi à un moment donné, ces pays ont ouvert les vannes en disant, bon, tous venez. On ne pouvait pas distinguer qui était bon, qui était mauvais.
Donc les gens sont arrivés, disons, par un effet moutonnier, tous se sont installés justement dans les grandes capitales, à Nairobi, à Maputo, peut-être aussi à Luanda et probablement aussi à Addis Abeba. J'ai vu un peu peut-être l'arrivée effectivement de la FinTech en Éthiopie. Donc il n'y a pas eu de sélection au départ. Mais donc à l'arrivée, avec le trop-plein, il est bien évident que à la moindre bourrasque d'une crise annoncée ou bien supposée, certains peut-être parce qu'ils ne sont pas très solides financièrement, retirent leur billet et puis vont encore vers d'autres dossiers beaucoup plus cléments sur le plan financier. Et quels sont les risques pour les économies? Les risques d'abord, c'est l'effet de surprise. Les fintechs qui s'étaient installés dans une certaine durée et qui commençaient peut-être à prospérer pour pouvoir peut-être un peu aussi les investissements produire des effets très substantiels. Si peut-être le partenaire principal ou les partenaires principaux commencent à se retirer, ça peut déséquilibrer un peu peut-être cette fintech. Mais il se trouve également que ces fintechs avaient commencé peut-être quand même à être moins gourmandes en finance et en misant beaucoup sur cette technologie-là et sur les ressources humaines qui arrivaient également à flot, parce que les universités en formaient, les grandes écoles aussi en formaient, absolument. Et puis certains également rentraient justement de l'Europe après leur formation. Si bien donc il y a eu la qualité de la ressource humaine, il y a eu la qualité donc de l'investissement, mais il y a eu également les opportunités donc dans une Afrique qui était peut-être un peu sèche du point de vue justement des technologies. Donc ces concours de circonstances ont fait que la façon dont meurent les fintechs en Europe diffère de la façon dont peut-être elles pourraient mourir en Afrique. Si bien donc, certains spécialistes justement de la fintech africaine disent, pour l'instant, le retrait n'ébranle pas peut-être ces fintechs-là. Et il y a également que peut-être la solidité financière fait qu'ils peuvent résister un peu peut-être à ces effets donc, de départ, surtout s'ils ne sont pas massifs. Mais maintenant, très rapidement, ils se sont mis à comprendre un peu le phénomène, à essayer de comprendre également la conjoncture pour voir quelles sont les solutions palliatives. Mais là, j'ouvre une parenthèse qui est propre à ma propre réflexion. C'est, voilà une occasion pour peut-être les gens qui détiennent justement des moyens financiers, que de s'ouvrir à la fintech et de se dire, en fait, ce sont d'abord des Africains qui misent justement sur la technologie africaine ou alors qui l'adaptent à l'Afrique et qui maintenant explorent de nouvelles opportunités donc d'investissement. Il faudrait peut-être que les détenteurs de ces moyens-là s'intéressent par curiosité d'abord, mais en même temps aussi qu'ils acquièrent justement cette culture de la finance qui n'est pas simplement une culture de rente en construisant un immeuble et puis en achetant un pliant pour se mettre à la porte et puis attendre justement les locations. Il faut aujourd'hui qu'il y ait d'abord de l'innovation, mais il faut également qu'il y ait de l'audace pour ceux qui détiennent des moyens, que de ne pas simplement immobiliser ces capitaux, alors que les jeunes, parce que de plus en plus justement la fintech est essentiellement activée par les jeunes, donc il faut soutenir ces jeunes-là. Les startups. C'est des startups. Absolument. Voilà, c'est l'autre mot parce que c'est l'autre nom effectivement de la fintech. Donc ces jeunes, d'abord, ils créent leur propre emploi. C'est ce qui est déjà pas mal. Ensuite, quand l'entreprise s'installe, ils créent un deuxième emploi ou un troisième emploi. Absolument. Mais donc, c'est les créateurs d'emplois. Par conséquent, on doit les soutenir. Mais aussi, ceux qui détiennent ces moyens-là peuvent s'intéresser à cela et se dire qu'en vérité, ce que les autres font, eux, peuvent le faire. Ailleurs, on les appelle les business angels. Mamadou Ndiaye, j'ai juste envie de poser une question par curiosité. Quel est le modèle économique pour une personne qui veut financer dans la fintech, qui a de l'argent? Vous dites que voilà, c'est vrai que l'immobilier, ñëpp xam nañ que voilà, suuf moom ak immeuble moom du yàqu. Quel est le modèle économique qui peut être proposé à une personne qui veut financer dans la fintech? Et quels sont les risques aussi? Oui, à mon avis, il ne s'agit pas de financer massivement une fintech. Parce que celui qui arrive avec son idée, celui qui arrive avec son application, celui qui arrive effectivement avec peut-être sa propre vision, n'est-ce pas, de son entreprise et du créneau dans lequel il investit, il est d'abord peut-être à saluer et à féliciter. Ça, c'est un. Mais maintenant, s'il rencontre peut-être un business angel, je pense que leur discussion peut peut-être déboucher sur un copartenariat pour la création de l'entreprise, pour sa consolidation. En vérité, comme je le disais tantôt, ces fintechs-là ne sont pas très gourmandes en argent. Mais elles sont très robustes du point de vue peut-être de leur réalisation. Si bien donc quand on les soutient, on peut peut-être tout de suite avoir le retour sur investissement pour ceux qui avaient donc misé sur eux, sur ces entreprises-là. L'essentiel maintenant, c'est de voir peut-être comment modéliser, n'est-ce pas, le partenariat financier et technologique. Puisque peut-être c'est une association maintenant de deux environnements, c'est-à-dire la finance et la technologie, il devrait résulter donc de cette association-là au moins une situation nouvelle qui permettrait peut-être à l'Afrique de ne plus simplement ronronner dans le service, dans l'activité traditionnelle, dans l'activité peut-être très peu rentable,
alors que la technologie apporte quand même des innovations, notamment sur le plan de la santé. Aujourd'hui, la personne peut se consulter à des milliers de kilomètres justement d'un centre hospitalier. On peut peut-être le médecin peut ne plus se déplacer simplement avec l'imagerie. Il peut peut-être à la minute détecter peut-être le mal dont souffre son patient. Et puis essayer. Peut-être que même c'est l'intelligence artificielle. Donc, je dis simplement que sur le plan de la santé, il y a énormément de start-up qui peuvent s'investir dans le créneau justement santé. On a commencé à les voir par la mobilité, donc aujourd'hui, disons, des infrastructures sanitaires. Un camion bien doté, bien équipé, peut sillonner peut-être des régions extrêmement comment on appelle ça, excentrées, pour peut-être accéder aux populations, moyennant même peut-être des royalties qui ne seraient pas peut-être là pour rogner un peu les avoirs des gens. Donc ça, c'est sur le plan de la santé. Mais dans d'autres domaines, notamment l'agriculture, notamment le maraîchage, notamment peut-être la mobilité fluviale. Je reviens du Nord, j'ai vu peut-être qu'il y a des opportunités de ce point de vue-là. Peut-être on reviendra un peu sur ce que j'ai vécu vers Ndouloumadi, où un pont est en train peut-être de s'effondrer, et quand le pont s'effondre, c'est une partie justement de ce Sénégal-là qui va se couper du reste du pays. Hassana, avant que tu nous poses ta question, au Sénégal, la FinTech est une réalité? Oui, elle est une réalité. Et puis l'autre réalité, d'ailleurs, votre question est pertinente. L'autre réalité, c'est que la FinTech mondiale est envahie par des jeunes Sénégalais issus des grandes écoles en Europe. C'est ça qui est phénoménal. C'est-à-dire qu'ils sont dans des positions d'influence justement pour orienter peut-être la finance vers cette technologie-là. Et ils peuvent également influencer sur les nouvelles technologies qui arrivent, mais qui sont peut-être pertinentes et cohérentes pour le continent africain. Si bien donc, ces Sénégalais-là, je crois qu'ils ont également le patriotisme chevillé au corps. Ils peuvent peut-être dire on oriente les financements vers telle zone. Par exemple, les pays que vous avez cités tout à l'heure là, l'Éthiopie, l'Angola et autres, c'est des pays qui ne sont pas en Afrique de l'Ouest, que je sache. Absolument. Voilà. Donc, ces pays-là, il a fallu également que les ressortissants de ces propres pays-là, au moins, influencent un peu l'orientation de la FinTech vers justement ces zones-là. Maintenant que les Sénégalais sont dans des positions extrêmement stratégiques dans la FinTech internationale, je cite un nom, c'est un ami de la maison, c'est Tidiane Deme, garçon brillant qui est peut-être dans la FinTech mondiale, mais lui, effectivement, quand il oriente peut-être son doigt, eh bien, la finance mondiale de la technologie suit son regard. Ce que dit le doyen est très intéressant par rapport à la FinTech. Mais moi, ma question, doyen, c'est par rapport à la présence de FinTech. Parce qu'on nous dit qu'en 2023, ils étaient plus de 600 et quelques répartis dans 25 pays en Afrique. Ce qui fait que l'Afrique, en quelque sorte, par rapport au FinTech, est devenue en quelque sorte le barycentre. Tout le monde veut venir en Afrique, s'y installer pour pouvoir développer. Mais est-ce que les réalités économiques sont calqués à ces projets de finance technologique? On a eu ici au Sénégal Wari, après on sait ce qui s'est passé. Maintenant on a Wave, mais qui n'est pas sénégalais. On a Orange Digital Center qui est Orange Finance Mobile France. Est-ce que le modèle économique sénégalais qui se base beaucoup plus sur des tours, sur des comment on appelle ça, ce que les dames donnent par mercredi, ou les tontines et autres, est-ce que le finance ne doit pas être calqué sur notre modèle économique, mais pas que l'on puisse nous imposer quelque chose et qu'il y ait une législation? Oui, c'est également un sujet de grande préoccupation, mais en fait, dans certains pays, notamment le Maroc, on réglé la question en disant qu'aucune FinTech ne s'installe dans le pays si peut-être il n'y a pas un associé marocain, disons, d'égal partie. Ça, c'est déjà possible. Parce que quand même, il faut... celui qui veut promouvoir sa FinTech, il a du mérite. Mais maintenant, il est à la quête justement d'un financier. Donc l'association entre les deux devrait être une association peut-être qui permettrait de progresser. Mais maintenant, c'est en amont qu'il faut contrôler les arrivées. C'est-à-dire ceux qui, parce qu'ils ont échoué en Europe, veulent maintenant se reconvertir en Afrique, où peut-être non seulement il y a des opportunités, mais il y a souvent des avantages également que les États mettent à la disposition peut-être de ces gens qui arrivent. Mais l'investissement dans la FinTech est une donnée nouvelle qui n'est pas encore très bien paramétrée. C'est à ce niveau-là peut-être qu'il y a beaucoup d'ingéniosité à faire, mais en même temps aussi beaucoup de vigilance à faire. Et en même temps aussi peut-être il faut qu'il y ait une reconversion d'un certain nombre de dirigeants pour mieux cerner d'abord ces technologies,
pour mieux voir également comment l'association pourrait réussir dans nos pays, mais en même temps aussi, puisque Hassan a parlé justement du modèle, en fait, il n'y a pas de modèle universalisant. Les modèles s'appliquent en fonction des conjonctures qui prévalent dans les pays. Donc, les Sénégalais peuvent s'inspirer un peu d'un certain nombre de modèles de réussite. On parle même de la Tunisie, on parle du Maroc, voilà, on parle de l'Éthiopie. Donc, à mon avis, rien ne nous interdit de regarder un peu de ces modèles, mais en les ajustant également au Sénégal. Parce qu'au Sénégal, on a vu que les femmes sont plus résilientes face à la crise. Ça, c'est incontestable. Ça, et ensuite, on les voit qui s'adaptent à la crise, mais avec une certaine subtilité, mais qui étonne même peut-être les observateurs. Vous parlez des tontines. Les tontines, depuis très longtemps, les tontines ont existé au Sénégal. Mais à chaque fois, les tontines ont été résilientes par rapport aux crises. Quand il fallait cotiser 100 francs et que peut-être il y a une spéculation, les femmes baissent les quotités. On dit 25 francs ou bien 50 francs. Avec ces 50 francs également, il y a un turnover. C'est-à-dire que la première qui prend, elle a un capital, elle peut investir. Mais on lui donne un certain temps pour se réaliser. Et puis au bout de ce temps, quand il est fini, elle commence donc à rembourser. C'est une autre qui prend. Et ainsi de suite jusqu'à ce que peut-être la totalité des cotisantes et leur part du marché. Mais maintenant, quand ça atteint une certaine taille, ou bien qu'elles-mêmes, elles sont devenues très prospères, donc elles augmentent un peu peut-être les quotes-parts. Ça montre qu'en fait, ces dynamiques-là rejoignent une certaine créativité de ces femmes qui observent également comment la société consomme certains produits, comment la société également s'adapte par rapport à des niveaux de consommation. Donc, les femmes devraient être associées à ces technologies-là pour voir un peu comment elles-mêmes, elles peuvent appréhender ces technologies et peut-être même se les approprier. C'est important. Dans d'autres pays, on a vu également que peut-être dans le monde agricole, ce sont les femmes qui sont les plus battantes. Les hommes travaillent peu les champs. C'est les femmes qui sont dans les champs. Mais donc, la réalité peut-être se déplace des hommes vers les femmes. Si bien donc que demain, si on décide maintenant d'accorder du crédit, on devrait également voir peut-être à qui l'accorder. Est-ce qu'on va l'accorder aux hommes qui sont paresseux sous l'arbre ou bien les femmes qui sont peut-être sous le soleil? Voilà une question. Mais cette question également est très fort en ce moment. Tout à fait. Et ensuite, et puis si peut-être il faut accorder le crédit et l'homme dit non, c'est mon épouse. Donc l'homme réagit en disant c'est ma chose. Mais en vérité, c'est la femme qui est sur le terrain, qui connaît un peu peut-être la pluviométrie, le climat, qui connaît également peut-être les tendances lourdes des marchés, qui connaît qu'est-ce qu'on sème aujourd'hui pour le récolter dans 3 mois, ou bien dans 4 mois, ou bien peut-être quelles sont les semences les plus hâtives qu'on pourrait mettre, et la jachère, les intrants et tout ça. Donc la femme maîtrise mieux, parce que l'homme a décroché un peu. On ne sait pas d'ailleurs pourquoi, mais l'homme a décroché un peu en laissant peut-être la femme s'investir dans le monde agricole. Mais maintenant, donnons aux femmes les moyens de s'épanouir dans les activités dans lesquelles elles sont, et demain on verra peut-être que il y aura une relative prospérité. Surtout encore que maintenant, dans les foyers, quand les femmes contribuent, certainement, le foyer devient stable, parce que c'est elle qui achète peut-être les fournitures scolaires, c'est elle qui peut-être à la limite même se débrouille pour peut-être payer à la limite même la scolarité de l'enfant. Donc, leur part contributive croît. Mais maintenant, les hommes doivent être un peu plus modestes pour accepter également que la femme occupe un espace beaucoup plus conséquent. Même si les hommes ne sont pas modestes, les femmes occupent l'espace. Une question. L'impact des crypto-monnaies sur les systèmes bancaires traditionnels et la FinTech. Est-ce que la crypto-monnaie fait partie de la FinTech? Oui, c'est une branche. C'est une branche et c'est également une innovation. Mais le tout est dans la dématérialisation. C'est-à-dire que on a vu un gros déplacement donc des transactions financières. C'est-à-dire que vous pouvez opérer plein de choses dans la journée sans peut-être débourser un sou. Parce que simplement, vous avez votre portable qui est aujourd'hui un outil magique. Et d'ailleurs, je réponds également à une question implicite de Hasana. La technologie, personne n'a peur de la technologie aujourd'hui. Moi, quand je vais dans certains endroits très reculés, je vois des femmes manipuler peut-être les portables. Mais parce que aussi l'usage est très universel. C'est peut-être quelques applications et ensuite peut-être quand on l'a bien maîtrisé, on peut connaître le prix, les coûts de transaction, mais aussi le transport des marchandises d'un point à un autre, et puis la rentabilité, mais en même temps aussi dans la même journée, la femme qui opère peut recevoir également son argent par son portable. Donc vous voyez, cet outil-là, il est décentralisé et donc aujourd'hui tout le monde se l'approprie. Donc ce n'est plus l'apanage
d'une classe. Ce n'est plus l'apanage des gens à revenus élevés, mais tout le monde maintenant l'utilise. Donc, à mon avis, la crypto-monnaie aussi peut ressembler à cela. Mais la crypto-monnaie n'est pas encore entrée dans les mœurs parce que... n'est pas encore réglementée, mais il y a certains qui pensent effectivement que les banques centrales sont assises justement sur des montagnes d'argent et que les crypto-monnaies peuvent peut-être aujourd'hui bousculer la quiétude donc des banques centrales pour qu'au moins il y ait plus d'injection de capitaux dans les activités économiques. Il nous reste 4 minutes. Alors, moi, j'ai une question à vous poser. Oui. Quels sont les avantages et les inconvénients de la FinTech? Est-ce que c'est dû à la Covid que les gens effectivement ont eu un certain nombre de problèmes? Et aussi, vous, en tant que spécialiste en économie, après avoir pesé le pour et le contre, quels conseils pourriez-vous donner aux gens qui veulent s'investir dans la FinTech ou bien qui s'y sont investis mais que ça n'a pas marché? Est-ce que vous pouvez effectivement me faire une analyse froide de la situation de la FinTech? Analyse froide, donc je dois me détacher un peu de cette réalité. Mais non, en vérité, donc, la FinTech n'est pas le sésame. Il ne faut pas que les gens considèrent qu'on a tout essayé, on a échoué. Donc, on ouvre peut-être le ciel à la FinTech. La FinTech, c'est une solution, c'est une approche. C'est également une innovation qui est apportée donc dans le monde de la transaction. Mais surtout, à la rencontre des nouvelles technologies qui sont en train justement de s'imposer de façon tout à fait massive. La finance dit, moi je renonce à déposer mon argent à la banque et je regarde maintenant comment je peux développer peut-être une activité de type industriel sur le plan financier pour permettre donc à ces technologies-là d'être au service justement des humains, mais moyennant peut-être aussi des rentabilités, des bénéfices et peut-être aussi une expansion. Ça, c'est comme ça que les choses sont appréhendées. Maintenant, est-ce que c'est une bonne chose? Oui, je pense que c'est une bonne chose puisque quand même ça permet d'améliorer un peu les transactions, ça permet d'améliorer aussi le bien-être des populations, l'ordinaire des gens et en même temps aussi de créer des emplois. Absolument. Même si ces emplois sont précaires, au moins en essayant, on se dit peut-être que il y a des opportunités de création d'emplois. Maintenant, il faut peut-être regarder si peut-être la précarité de ces emplois-là peut être résorbée de façon à ce que les gens s'installent dans la durée et que la finance ne soit pas simplement des coûts. Parce que aussi au Sénégal, on est très fort dans les coûts. On opère tout de suite un coût et puis après on déménage. Ça, ce n'est pas bien. L'essentiel, c'est de voir dans quelle mesure peut-être la finance appliquée à la technologie pourrait peut-être être utile, nécessaire et même favorable donc pour nos économies. Parce que nous ne sommes pas encore des économies très connectées. L'administration non plus n'est pas encore très modernisée. On va vers ça, on en parle à longueur de journée. On fait des séminaires. Souviens-toi, on avait fait un numéro sur les séminaires en disant, supprimez les séminaires. Absolument. Voilà. Donc, si, à mon avis, on acclimate la FinTech, on n'a pas peur, n'est-ce pas, des innovations technologiques. Oui, je pense qu'il y a des acteurs, dans celui dont j'ai parlé tout à l'heure, Tidiane, ils peuvent effectivement accélérer un peu peut-être je dirais pas la cadence, ils peuvent accélérer donc les mutations de façon à ce que peut-être l'économie sénégalaise s'adapte donc à ces innovations technologiques qui arrivent pour résorber un certain nombre de problèmes. Vous voyez peut-être il fut des moments quand moi je voulais aller à Saint-Louis ou bien au Fouta, j'allais à Pompier. Mais un jour, un ami m'a dit, mais grand, Pompier, ça n'existe plus. Absolument. Et je lui dis, mais il faut aller où? Il me dit, non, il y a des applications, tu appelles, et puis le gars, il vient te prendre. Il vient te chercher, oui. Voilà, donc... 15 000 à 4 dans un véhicule. Et ensuite, à Djembombaye qui est dans nos murs, Djembombaye également, je lui dis, mais sur le plan du transport, maintenant, comment on peut faire? Il me dit, d'ici, vous pouvez, de votre lit, envoyer un message à un business de transport. On vous localise par la géolocalisation. Là, vous dites une heure, la personne vient vous prendre et puis vous dépose à votre endroit, à votre destination finale. En toute sécurité. Vous voyez donc ces évolutions-là. Ces évolutions viennent justement de la technologie. C'est-à-dire que la FinTech s'est appliquée au transport en court-circuitant peut-être aussi les intermédiaires. Parce que aussi les intermédiaires, vous imaginez, les intermédiaires à l'époque,
Si vous n'avez pas le billet, vous ne pouvez pas partir. Vos bagages également devraient payer. Absolument. Parfois aussi, vos bagages se perdent. Absolument. Ensuite, vous n'avez pas un service de réclamation. Vous n'avez pas un service également où on a trouvé les objets perdus. Et là, c'est un package. Il y a tout ça. Mais maintenant, il y a des évolutions. Donc ces évolutions-là, peut-être la société devrait s'adapter à ces évolutions-là. Et en même temps aussi, les acteurs devraient voir toujours comment améliorer l'ordinaire des populations. Parce que c'est le plus important. On transporte un malade ou une malade d'un village très reculé vers un centre urbain où peut-être il y a une unité sanitaire qui pourrait la prendre en charge. Donc ces réflexions-là et ces réflexions pratiques peuvent améliorer peut-être l'ordinaire de pas mal de gens, notamment dans les zones reculées. Et c'est mon souci parce que aussi je suis d'extraction rurale. Il faut que les gens comprennent un peu que ces applications-là dans Dakar ne doivent pas simplement se limiter à Dakar. Parce que financièrement parlant, la géographie de l'argent s'est beaucoup déplacée vers les régions à cause justement de la diaspora qui, elle aussi, tente de mieux acclimater de leur famille à ces innovations technologiques appliquées à la finance, parce que quelqu'un qui est à Amsterdam ou bien peut-être à Paris, il envoie facilement de l'argent à sa maman ou à son épouse, et puis il distribue l'argent au boutiquier du coin, au boulanger peut-être pour le pain pour la famille, à la viande, donc il fait ses dépenses lui-même de l'extérieur, et puis ensuite la famille est ravitaillée, approvisionnée. Voyez ces innovations-là. Donc on doit encore aller plus loin, notamment dans les champs. Les champs, quand on regarde aujourd'hui les questions de climat, Seynabou fait des efforts justement pour nous donner la météo tous les jours. Voilà peut-être des nouvelles applications à Sana. Les populations rurales, celles qui sont en tout cas dans l'agriculture, peuvent également voir l'arrivée donc des fintech comme une sorte de panacée, leur permettant sans doute de mieux maîtriser un peu les paradigmes agricoles, de maîtriser peut-être les cultures, de prévoir un peu peut-être les zones les plus difficiles, mais aussi les zones les plus faciles, la climatologie, la météo, et puis en ce moment on est couvert par la poussière. Ça également peut-être si il y a 3 mois, 4 mois on l'avait prévu, beaucoup peut-être qui ont vu aujourd'hui donc leur production se dégrader, auraient pu l'intégrer, n'est-ce pas, comme une variable d'ajustement, et ensuite opérer peut-être des ajustements qui seraient nécessaires pour leur propre culture ou leur propre production. C'est pareil également pour le poisson. Oui. Oui, les bancs de poissons se déplacent. Or, aujourd'hui, avec les drones, on peut, à la limite près, on peut dire, des bancs de poissons. Oui. Voilà des bancs de poissons qui sont en train de se déplacer d'une zone vers une autre. Ces bancs circulent à des vitesses telles, on maîtrise donc la vitesse à l'heure. Et en même temps aussi, on dit à nos pêcheurs, si vous voulez coincer ces bancs-là, déplacez-vous donc vers telle ligne. À ce moment, vous allez croiser peut-être l'arrivée ultérieure donc de ces bancs de poissons-là. Mais si maintenant le pêcheur, il se lève, il ne connaît rien de ce qui se passe. Il prend sa pirogue, il va et il ne rencontre rien et il revient, il dit comment on dit, dafa sambaran. Mais non, la mer musul sambaran. Absolument. Parce que les poissons se déplacent, ils ont aussi leur propre réflexe effectivement grégaire en banc de poissons, mais les technologies se sont appliquées à ça. Mais aujourd'hui maintenant, l'autre inconvénient, c'est que peut-être on pille les ressources avec justement cette connaissance intime des potentiels qui existent. Notamment les Japonais en haute mer, ils n'ont plus besoin peut-être de s'approcher de nos côtes. Ils sont en haute mer et puis ils observent peut-être aussi le mouvement des poissons, surtout la qualité des poissons qu'ils recherchent, et puis ils les capturent, les transforment dans les bateaux, les finalisent et ensuite peut-être il y a d'autres bateaux qui arrivent pour les prendre et ensuite les commercialiser vers d'autres destinations, alors que peut-être c'est nos zones de poissons. Voyez-vous, cette technologie devrait accroître les moyens, accroître la vigilance de nos pays et en même temps aussi permettre aux États de s'associer parce que, singulièrement pris, aucun État n'est puissant. Absolument. Mais s'ils associent leurs moyens, ils peuvent quand même avoir une puissance plus conséquente pour faire face donc à ces pilleurs de nos mers et de nos ressources. Alors investissez dans la fintech, c'est l'avenir. Merci Mamadou Ndiaye. Vous donnez ce slogan-là. Ah oui, précaire, d'accord, mais si c'est bien organisé et réglementé, je pense que ça peut donner quelque chose. Mais la génération de Hassana, elle n'est pas très enthousiaste pour la fintech, simplement parce qu'elle se dit il faut être vigilant. Nous avons essuyé beaucoup d'échecs. Donc que la fintech ne soit pas également demain la montagne qui accouche d'une souris. Ah oui. Mais on a des spécialistes comme vous pour nous orienter. Voilà, et pour nous guider. Merci Mamadou Ndiaye, à jeudi prochain, Inch'Allah. Inch'Allah, c'est moi. Cheikh Hassana. À tout de suite. Pour xibaar yi ci wolof ak Baba Ndiaye tamit pour li gën a fas ci xëtu yéenekaay yi